Bienvenue, aujourd'hui on va s'attaquer à une idée assez radicale. Et si le langage n'était pas du tout une invention culturelle qu'on apprend, mais plutôt un instinct biologique, quelque chose qui fait partie de notre nature la plus profonde? On connaît cette citation célèbre. Elle suggère que ce qui fait une vraie langue, c'est une question de pouvoir, pas de complexité intrinsèque. Mais ça nous pousse à nous poser une question encore plus fondamentale. Si ce ne sont pas les armées qui créent la grammaire, alors d'où vient-elle vraiment? Ah, la grammaire, rien que le mot, et on a des sueurs froides. On repense aux cours, au stylo rouge. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que cette grammaire-là, celle de l'école, ce n'est vraiment que la pointe de l'iceberg. Alors, regardons ça de plus près. D'un côté, il y a la grammaire scolaire, celle des manuels, qu'on apprend de façon consciente. Et de l'autre, il y a la grammaire mentale. C'est un système de règles complètement invisible, automatique, que chaque être humain possède sans même s'en rendre compte. Allez, commençons par déconstruire un mythe qui a la vie dure. Cette idée que certaines sociétés, parce qu'elles sont isolées, parleraient des langues primitives bien moins complexes que les nôtres. Imaginez la scène. Dans les années 30, le prospecteur australien Michael Leahy rencontre pour la toute première fois des peuples des hauts plateaux de Nouvelle-Guinée, isolés du reste du monde depuis des millénaires. Forcément, à l'époque, on a tout de suite pensé que leur langue devait être, rudimentaire. Mais en réalité, leur langage était tout sauf primitif. C'était un outil incroyablement sophistiqué. Ils s'en servaient pour des raisonnements abstraits, des débats politiques, et comme le montre cette observation très pragmatique, pour des tests quasi-scientifiques afin de comprendre qui étaient ces nouveaux venus. Et ça nous amène à un phénomène absolument fascinant. Prenez des adultes qui ne parlent pas la même langue, mettez-les ensemble. Pour se comprendre, ils vont bricoler une sorte de langage de fortune, un pidgin. C'est assez basique, sans vraie grammaire. Mais là où ça devient fou, c'est avec leurs enfants. Eux, en entendant ce simple pidgin, ils ne se contentent pas de le répéter, non. Ils créent à partir de rien une langue complète, structurée, complexe. C'est ça, un créole. Ce qui nous amène tout droit au deuxième grand mythe, l'idée que les enfants apprennent à parler simplement en imitant ce qu'ils entendent autour d'eux. Pour le prouver, les psychologues ont un outil très malin, le test du WOOG. Il est conçu pour montrer que les enfants ne font pas que mémoriser des mots, ils saisissent instinctivement les règles de la grammaire. Alors, faisons le test ensemble. Imaginez qu'on montre à un enfant cette image, cette petite créature, et on lui dit simplement « Ceci est un WOG ». Et juste après, on lui en montre deux, et on lui demande de compléter la phrase. Il y en a deux. Quasiment à chaque fois, l'enfant va répondre « WOGs ». Pourtant, il n'a jamais entendu ce mot avant. Il ne peut donc pas être en train de le répéter. Ce qu'il fait, c'est appliquer une règle abstraite qu'il a devinée tout seul. Pour mettre un nom au pluriel, on ajoute un S. Ça prouve que le cerveau d'un enfant est câblé pour chercher des règles, pas juste pour imiter des sons. Et maintenant, le troisième mythe, peut-être le plus tenace de tous. L'idée que la langue qu'on parle nous enfermerait, qu'elle déterminerait notre façon de voir le monde. On a tous entendu ça un jour, l'exemple fameux des peuples inuits qui auraient des dizaines de mots pour désigner la neige. Et donc, grâce à ça, ils percevraient la réalité d'une manière qui nous serait totalement inaccessible. Sauf que cette histoire est en fait une exagération totale qui a été complètement démontée par les linguistes depuis longtemps. C'est un mythe. En fait, la meilleure preuve que la pensée et le langage sont deux choses bien distinctes, on la trouve partout, dans l'ambiguïté. Prenez ces titres de journaux en anglais. Ils sont drôles parce qu'ils peuvent être compris de deux façons. Pourtant, la personne qui a écrit le titre, elle, avait bien une seule et unique idée en tête. Ça prouve que sa pensée n'était pas ambiguë, même si la phrase « elle » le devenue. Tout ça suggère qu'en réalité, on ne pense pas directement en français ou en chinois ou en apache. On penserait dans une sorte de langage universel de la pensée, un code que le linguiste Steven Pinker a baptisé le mentalais. Nos langues parlées ne seraient alors que des traductions de ce code interne commun à tous les humains. Bon, alors, récapitulons. Si le langage n'est pas primitif, s'il ne s'agit pas de simple imitation, et s'il ne nous enferme pas dans notre pensée, alors qu'est-ce que c'est au juste ? Toutes les preuves qu'on a vues convergent vers une conclusion assez vertigineuse. Le langage n'est pas un outil que notre culture a inventé, c'est une pièce de notre machinerie biologique. Pour bien comprendre, Pinker propose une analogie géniale. Il nous dit de voir le langage comme on verrait la trompe d'un éléphant. C'est une adaptation évolutive incroyablement complexe, très spécialisée et unique à notre espèce. Personne ne dirait qu'un éléphant a inventé sa trompe comme un outil culturel. C'est juste une partie de sa biologie. Eh bien, l'argument, c'est que notre langage mérite exactement le même respect. C'est un organe biologique, un instinct. Et cette idée change tout. Parce que si le langage est un instinct, s'il est gravé dans nos gènes, ça nous force à nous poser une question beaucoup plus vaste. Quelles autres parties de notre pensée, de nos émotions, de notre comportement sont-elles aussi le produit de notre biologie? Ça ne redéfinit pas seulement le langage, ça redéfinit ce que ça veut dire être humain.